Faire comme d'habitude, hein, je vais dire salutations à la communauté, salutations peuple africain, salutations peuple français et amis d'Afrique et au peuple du monde. Avant de démarrer sur les deux thématiques que j'ai mis en statut, je vais vous faire écouter en extrait de l'émission radio de RFI, la radio mensonge, la radio propagande, là où travaillent les agents de l'oppression impérialiste au service de l'oligarchie française, du gouvernement français. Je vous fais écouter une émission qui date de il y a 48 ou 3 jours, où RFI revient encore sur la manifestation qui s'est déroulée en Afrique du Sud. Et écoutez ce que le journaliste Romain Chanson, correspondant pour RFI en Afrique du Sud, déclare. On y va. C'est une forme de convergence des luttes en invitant des camarades africains qui contestent la présence de la France sur le continent. J'ai pu y voir et interroger des Camerounais, des Maliens qui soutiennent la junte, des Congolais, ou encore le militant Egunfi Béanzin qui est venu spécialement de la France. Alors lui, ce militant, c'est le fondateur de la Ligue de défense noire africaine, une ligue qui a été dissoute par le gouvernement français car considérée comme raciste et appelant à la haine. Bref, ce 25 mai à Pretoria, c'était un assemblage assez hétéroclite de personnes qui ont au moins un point commun, le rejet des activités et de l'influence supposée de la France en Afrique. Et Romain, Vous avez écouté, je vous refais écouter une deuxième fois et je vais répondre très bref à l'émission, aux journalistes agents de l'oppression impérialiste de RFI qui parle de la manifestation et qui parle de ma personne et nous allons continuer. Pour mettre en scène une forme de convergence des luttes en invitant des camarades africains qui contestent la présence de la France sur le continent. J'ai pu y voir et interroger des Camerounais, des Maliens qui soutiennent la junte, des Congolais, ou encore le militant Egunfi Béanzin qui est venu spécialement de la France. Alors lui, ce militant, c'est le fondateur de la Ligue de défense noire africaine, une ligue qui a été dissoute par le gouvernement français car considérée comme raciste et appelant à la haine. Bref. Ouais. Ce 25 mai à Pretoria, c'était un assemblage assez hétéroclite de personnes qui ont au moins un point commun, le rejet des activités et de l'influence supposée de la France en Afrique. Voilà ce que déclare encore une nouvelle fois RFI dans son émission. Alors, vous avez pu écouter, je vais être vraiment très calme pour que le message passe vraiment directement pour... excusez-moi, pour ces agents de l'oppression impérialiste qui manipulent l'opinion, qui occultent la raison, l'opinion des populations avec leurs outils de propagande, les médias, parce que c'est comme ça ces médias, ces journalistes qui sont des agents de l'oppression impérialiste ont réussi à aider le gouvernement français à prendre en otage le peuple français qui subit la dictature, qui subit le totalitarisme depuis 5 ans maintenant sous le régime autoritaire de Macron-Poléon. Emmanuel Macron que je surnomme Macron-Poléon. Alors ce journaliste que j'ai croisé, oui j'ai croisé ce journaliste en Afrique du Sud devant l'ambassade française à Pretoria. Ce journaliste, je vous avais déjà expliqué dans mes vidéos précédentes que il est venu vers moi pour essayer de me parler, il voulait me serrer la main, je lui ai dit de retirer sa main, que je ne parle pas, je ne serre pas la main aux journalistes de RFI. Et surtout, pas lui, parce que je n'ai pas envie de le parler. Et donc, il n'a pas insisté, mais depuis la manifestation, après la manifestation, je constate qu'à chaque fois que RFI fait une émission pour parler de la manifestation, il ne cesse de rappeler que je suis le fondateur de la Ligue de défense noire africaine, une organisation dissoute politiquement sur décision politique et arbitraire du gouvernement libéral fasciste français dirigé par le batracien politique, le tétrapodore qui est Emmanuel Macron, qui a, oui, effectivement, mais je tiens à rappeler une chose, parce que il faut dire la vérité aux Français, il faut dire la vérité à vos auditeurs qui écoutent encore votre radio poubelle. Vous savez, le gouvernement français a fait dissoudre Emmanuel Macron, le rapport que j'ai reçu, signé par Emmanuel Macron pour faire dissoudre notre organisation en France. Parce que, oui, l'organisation
c'est une organisation internationale qui est présente dans plusieurs pays, donc bien évidemment que ça continue, mais seulement en France, notre organisation est dissoute. Oui, dans le rapport signé par Macron pour faire dissoudre la Ligue de défense noire africaine, il y a écrit que nous étions racistes et qu'on en cite à la haine. Mais en réalité, vous le savez, que ça c'est que des excuses. Comment une personne noire, comment je peux être raciste? Envers qui? Je ne suis pas le fondateur de la théorie des races. Je ne suis pas Arthur comment dire, de Gobineau. Je ne suis pas Lapouge. Je ne suis pas, comment dire, les théoriciens, les penseurs de l'extrême droite qui véhiculent le racisme. Alors, venir dire que notre organisation a été dissoute par le gouvernement français parce que nous sommes supposés être des racistes. Mais des racistes envers qui, s'il vous plaît? Des racistes envers qui? Parce que jusqu'à présent, socialement parlant, comment dire, scientifiquement parlant, le noir ne peut pas être raciste vis-à-vis des autres, parce que le noir n'est pas responsable de cette théorie, et puisque en France, les noirs ne sont pas les propriétaires des institutions, les noirs ne contrôlent pas les institutions, donc les noirs ne discriminent pas, ne font pas du racisme sur des personnes non noires quand ils vont chercher du boulot ou quand ils vont chercher du logement. Donc, dire que notre organisation est raciste, je trouve vraiment que c'est de la mauvaise propagande. Encore une fois, c'est pour faire peur, hein, et légitimer la dissolution politique, parce que c'est seulement politique. Puisque sur le rapport signé par le président, le batracien Macron, que Darmanin a fait envoyer par ses policiers pour me remettre, il y a écrit dessus que notre organisation s'est fait dissoudre parce que, 1, le gouvernement français me considérait comme un idéologue, 2, ils estimaient que je suis un leader charismatique, 3, et que j'incitais à un soulèvement contre les intérêts de la France en Afrique, notamment sur le continent, notamment au Mali. Donc c'est pour ces raisons que le gouvernement français estime que nous sommes une organisation raciste. C'est le gouvernement qui estime, mais aucun tribunal ne nous a condamnés pour racisme. On n'a jamais été accusé de racisme, on n'a jamais été condamné pour incitation à la haine non plus. Mais à chaque fois pour dissoudre une organisation noire qui défend le droit, qui prend la défense des personnes noires qui sont victimes d'injustice, le gouvernement français utilise toujours les mêmes techniques, la même stratégie, dire, pointer du doigt, faire l'inversion accusatoire pour dire, regardez, c'est eux les racistes, c'est nous les victimes. Mais ça, je pense qu'une partie maintenant du peuple français commence à le comprendre, commence à le réaliser, que les victimes ne peuvent pas être les racistes. Voilà, ça c'était juste pour répondre à ce journaliste, pour dire que toujours dans la propagande, voilà, vous êtes là à servir la propagande du gouvernement français au lieu de dire la vérité à vos auditeurs, à vos téléspectateurs et aux Français. Donc, vous avez changé votre slogan. Avant, les mêmes médias disaient que on se victimisait, que c'est se victimiser. Maintenant, c'est être raciste quand on se défend contre le racisme. Alors, pas de souci. Si vous estimez que même le racisme doit être une propriété privée, un privilège réservé que pour vous, et que peut-être les autres n'ont pas le droit d'être racistes, ça ne veut pas dire que je suis raciste. Non, je ne suis pas en train de dire cela, mais je dis que vu comment les journalistes de RFI abordent la chose en disant que la Ligue de défense noire africaine s'est fait dissoudre parce que nous sommes une organisation raciste, bah, je comprends qu'au fait, le racisme doit être aussi une propriété privée, vous comprenez ou pas, réservé uniquement pour le gouvernement français, l'institution française, et que peut-être les autres, voilà, ils n'ont pas aussi le droit d'être racistes. Même si le racisme est une abomination, la négrophobie est une abomination qu'il faut combattre. Et combattre la négrophobie, je vous dis, la négrophobie n'est pas seulement un problème des Noirs, c'est un problème pour tout le monde. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet. Comme vous avez vu sur le statut, je disais que la coopération militaire entre le Mali et la Russie, une stratégie payante pour les populations maliennes. Pourquoi je vous dis cela? Je vais vous apporter un élément très simple, un élément qui prouve, encore une fois, l'efficacité de la coopération entre la Russie et les autorités maliennes.
Alors, je vous fais écouter une vidéo de quelques minutes. Vous allez écouter la vidéo qui dure quelques minutes et vous allez comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, je vous fais écouter la vidéo. Attendez, je retrouve cette fameuse vidéo et vous allez comprendre. Parce qu'il est très important d'appuyer. Les médias ne font pas ce travail, les médias ne diront pas cela, les médias ne vont pas le montrer. Alors à nous, les panafricanistes, de faire le travail et d'expliquer aux gens. Écoutez la vidéo. De Bamako et pour destination Tombouctou, on y est quasiment. Et sur le dernier tronçon de cette route, qui est particulièrement dangereux, eh bien, c'est l'armée malienne qui escorte ces bus de voyageurs, ces bus de civils, car dans le passé, ces bus ont été les victimes d'attaques de la part des terroristes. On continue d'écouter. Hein. Pour quelle raison? Le problème de sécurité. Qu'est-ce qui peut se passer, par exemple? Là, une attaque sur la route. Donc, ça nous escorte jusqu'à notre destination. Quand on avait pu en être prévenu. L'axe, le tronçon Tombouctou-Goundam est dangereux. Il y a des braquages. Parfois même, on tire directement sur les véhicules en mouvement. Si le véhicule n'obtempère pas, il tire sur le véhicule. Et juste moins d'un mois, il y a eu un taximan qui a été tué. Au camp militaire de Tombouctou, plus particulièrement au niveau de la gendarmerie, plusieurs individus sont retenus dans cette cellule, des individus qui ont été interpellés. Nous allons savoir pour quelles raisons. Bon, pour le cas de ce jeune, par exemple, il y a eu un braquage derrière le fleuve d'un administrateur ici, à Tombouctou. Parmi les hommes présents dans la cellule, l'un d'entre eux est suspecté d'avoir commis ce braquage. Il aurait essayé de revendre un téléphone volé à un réparateur sur le marché de Tombouctou. Continuez d'écouter. Pour récupérer le téléphone, alors il a été appréhendé. Bon, pour le moment, à l'heure actuelle des enquêtes, on lui reproche d'abord, en tout cas pour le braquage. Évidemment que c'est l'enquête qui va permettre de déterminer s'il est réellement lié aux actes de terrorisme ou pas. Au-delà de la menace sécuritaire que font peser les djihadistes, il y a aussi, bien entendu, une dimension religieuse, avec la charia qu'ils tentent d'imposer partout où ils passent. Le Mali est un pays musulman. Et nous sommes un pays musulman, et ça, c'est des millénaires. Et nous n'avons pas à apprendre la religion musulmane de quelqu'un. C'est que les populations sont traumatisées quand on leur demande de porter la voix. Ils sont traumatisés parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Nous pratiquons un islam, mais un islam modéré. En effet, c'est moins les convictions religieuses que l'appât de l'argent facile couplé au manque d'éducation et de perspective qui permettent à ces djihadistes de recruter parmi la population. Toi, tu n'as pas fait l'école. Tu peux avoir quel poste? Tu ne peux pas être dans l'administration. Vous savez, dans des situations difficiles, là, quand tu n'as pas de quoi survivre, là, 100 000 francs pour toi, c'est la fin du monde. Donc, il y a beaucoup qui sont embobinés par ce chemin. Et la faiblesse de leurs moyens, donc la situation dans laquelle ils vivent là, c'est ce qui les amène à partir quelquefois dans cette aventure-là. La mission des pouvoirs publics ainsi que de l'armée malienne est donc de combattre la capacité de nuisance des terroristes afin de permettre le retour d'une activité économique normale. La stabilisation a toujours un intérêt sur le développement économique, parce que rien n'est possible sans la sécurité. Et un État, il faut qu'un État soit en mesure d'assurer sa sécurité et le reste vient. Et la sécurité précède tout. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Il n'y a même pas d'État sans sécurité. Et aujourd'hui, il y a l'armée qui monte en puissance, il y a des actions qui sont menées, et Dieu merci, on peut dire que la situation est nettement meilleure qu'auparavant. La région de Tombouctou semble avoir fait des progrès, il semble que ce soit plus sûr qu'avant, même si tout cela reste encore fragile, et le chemin est encore long. Voilà, je tenais vraiment à vous faire écouter cette vidéo, je tenais à vous montrer cette vidéo, parce que pourquoi? Tout simplement parce que cette vidéo résulte de la preuve ici que la coopération militaire entre le Mali et la Russie est payante et commence à porter ses fruits. Au-delà qu'il y a aussi d'autres résultats, mais là je vous montre cette vidéo parce que ça parle de Tombouctou, voilà.
Désolé, j'ai toujours du mal à prononcer le nom. Mais c'est juste pour vous dire que quand il y avait l'occupation militaire de l'armée française dans cette région, c'était impossible pour les populations, c'était impossible pour les Maliens de prendre un bus et de circuler sur l'axe Tombouctou, comme vient de le démontrer dans la vidéo les journalistes de terrain, parce que ce ne sont pas comme les autres journalistes de RFI ou France 24, qui sont, surtout les journalistes de France 24, vous avez remarqué, quand ils parlent en Afrique, ils sont toujours sur le toit d'une maison. Ils ne sont jamais sur le terrain, mais toujours sur le toit d'une maison, et ils donnent leur avis de ce qui se passe dans un pays. On ne le voit jamais au front, ils ne sont jamais sur le front. C'est pareil que les journalistes de BFM. Et quand BFM essaye, par exemple, d'envoyer un de leurs reporters sur le terrain, bah, il se fait dézinguer en Ukraine, comme on vient de le voir. Donc, vous comprenez pourquoi, à chaque fois, ces journalistes, les médias mensonges, payés par l'argent du contribuable français, qui ne cessent de mentir, qui ne cessent d'occulter la raison, de propager des mensonges pour endormir les populations, ne disent pas la vérité. Parce que voilà maintenant que depuis l'arrivée de la Russie au Mali, nous voyons clairement qu'il y a des zones qui commencent à être contrôlées, qui sont contrôlées clairement par l'armée malienne. Les populations arrivent maintenant à circuler, escortées par l'armée malienne qui dispose de plus en plus de moyens, des moyens que l'armée malienne ne disposait pas quand l'armée d'occupation française occupait le pays. Parce qu'il faut savoir une chose, entre les coopérations de défense qui liaient la France et le Mali, bah, la France empêchait tout simplement l'armée malienne de se doter, de s'équiper, de se former pour devenir une puissance militaire régionale. Parce que l'objectif du gouvernement français, c'est d'empêcher les armées africaines à devenir, une armée puissante, libre, indépendante. Parce que cela veut dire que la France, et quand je parle de la France, je parle du gouvernement impérialiste français, ne pourra plus vendre ses soi-disant solutions de sécurité, puisque c'est le gouvernement français dans ces pays qui, provoque le problème d'insécurité pour ensuite venir vendre ces solutions de sécurité. C'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Et en appliquant la stratégie du chaos au Mali, comme le faisait jusqu'à l'arrivée de l'armée russe, jusqu'à l'arrivée de la Russie avec les militaires qui sont au pouvoir, le gouvernement français pratiquait le management de la terreur. L'État a fait déverser des groupes armés sur le Mali, ces groupes armés qui sont venus pour la plupart de la Libye, parce qu'il faut comprendre que l'OTAN, avec la France, l'Angleterre, les États-Unis, ont tué Kadhafi, n'ont pas hésité à tuer Kadhafi, et vous allez comprendre encore, je reviendrai plus tard, et vous allez comprendre que ça ne date pas d'hier, le fait que l'armée française, les renseignements français ont voulu tuer Kadhafi, parce que ils utilisaient déjà le Tchad, pour essayer de déstabiliser la Libye dans les années dans les années 70, 80, 90, etc. Mais ça, je vais en parler un peu plus tard. Donc quand on prend aujourd'hui la situation au Mali, on voit que cette coopération avec la Russie est plus que payante. Chose que l'armée française n'était pas capable de faire, puisque l'armée française au Mali empêchait même l'armée malienne d'accéder au nord du Mali, d'aller à Gao, d'aller à Kidal, d'aller à Ménaka, etc. Même l'ancien président que la France a placé à la tête du pays, Ibeka, n'avait pas le droit de se rendre au nord du Mali, sauf quand les présidents français débarquaient et le convoquaient pour venir. Vous voyez, donc aujourd'hui, voici maintenant que l'arrivée, la coopération, le partenariat entre le Mali et la Russie commence à payer. L'armée malienne monte en puissance avec l'aide de la Russie, dézingue les groupes armés jusqu'à présent financés, formés, soutenus par le gouvernement français pour déstabiliser le Mali, déstabiliser le Sahel, balkaniser l'Afrique. Voici maintenant que l'armée malienne reprend le contrôle. Donc vous comprenez pourquoi depuis des mois dans les médias, il y a eu un acharnement contre l'État malien, mais aussi contre la présence
de la Russie, de ce partenariat entre la Russie et l'État malien, en partenariat d'État à État. Mais quand on écoute les médias comme RFI, France 24, etc., ils étaient là à dire que oui, ce sont des mercenaires. Mais jusqu'à présent, ils n'ont jamais réussi à démontrer ou prouver avec des preuves par A plus B qu'au Mali, il y avait des mercenaires. Oui, enfin, les preuves qu'ils ont essayé de diffuser, c'était de dire qu'il y avait des hommes, comment dire, avec des écussons, etc. Les terroristes que la France utilise au Mali aussi portent des écussons de l'armée française quand ils vont attaquer les bases militaires maliennes. Donc, vous voyez comme quoi des écussons, ce n'est pas une preuve, ça ne veut rien dire. Ça se vend partout et que tout le monde peut l'avoir. Donc, aujourd'hui, si l'armée malienne est montée en puissance, si les populations maliennes commencent à voir les retombées positives de la coopération entre l'État malien et l'État russe, c'est tout simplement parce qu'il y a une volonté de la Russie d'accompagner le gouvernement malien, de ne pas entraver la politique, les décisions du gouvernement malien, de ne pas prendre le contrôle de la politique malienne pour dicter à l'État malien ce que le Mali doit faire ou pas. Parce que de un, la Russie n'a pas besoin, comment dire, des ressources du Mali, puisque la Russie possède tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, gaz, pétrole, or, diamants, etc. La Russie possède tout cela. Contrairement à la France, qui possède que des, comment dire, dans son sous-sol, il n'y a que des SDF qui dorment, il n'y a que des tortues, à part, comment dire, les ressources, la fabrication de camembert, bien évidemment, la France ne possède rien du tout. Donc, au contraire, faire une coopération avec la France suppose qu'elle vient pour s'accaparer des ressources, pour pratiquer une politique de prédation. Et c'est ce que faisait le gouvernement français au Mali depuis des années. Et c'est ce que fait le gouvernement français dans la plupart des pays africains qui sont, je rappelle, des camps de concentration. Parce que ces pays ne sont pas comme des pays libres avec des gouvernements indépendants, mais ce sont des pays, comment dire, sous contrôle de l'État français avec des gouvernements intendants. Donc on ne peut pas dire que ce sont des pays qui sont libres et que ces présidents qui prennent le pouvoir sont des présidents, comment dire, légitimement élus, que ce sont des présidents qui sont élus par leur population. C'est faux. Il faut savoir que quand il y a les élections dans les pays africains, ici à Paris, le gouvernement fait, comment dire, le gouvernement remplit des urnes ici à Paris, les pose dans des avions militaires et les transporte de Paris jusqu'à dans les pays africains pour faire gagner les personnes qu'ils veulent mettre à la tête du pays. On a vu en Centrafrique où des anciens présidents ont été transportés en pyjama depuis Paris jusqu'à Centrafrique pour les faire présidents par l'armée française. Et il n'y a qu'en Afrique que cela se passe avec la France. Donc aujourd'hui, moi je dis vraiment que si le gouvernement français et ses médias mensonges attaquent de plus en plus cette coopération entre l'armée malienne et la Russie, c'est tout simplement parce que ça dérange. C'est tout simplement parce que la France ne peut plus contrôler ces régions, puisque si la France a fait déverser le terrorisme au nord du Mali et dans le Sahel, il faut comprendre une chose, c'est pour empêcher les populations d'accéder à leurs propres ressources, à leurs propres richesses, parce que le Sahel possède le stock de ressources dont l'oligarchie française a besoin pour s'enrichir. Le Mali est premier producteur, détient, comment dire, en termes de capacité, c'est le premier pays africain à détenir tout ce qu'on appelle lithium, l'or, l'uranium, il y a aussi du gaz, du pétrole. Ça veut dire là, je vous parle que du Mali. Alors imaginez tout le Sahel. Le Sahel, c'est la réserve d'eau douce au monde. Donc vous comprenez pourquoi l'armée française, l'oligarchie française fait sacrifier les enfants. Ces pauvres militaires, ce sont des enfants ou des fils ou des pères de famille qui sont sacrifiés au nom d'une lutte contre le terrorisme, qui en réalité est une lutte économique, tout simplement pour prendre le contrôle de ces régions. Et ces groupes armés que la France, le gouvernement français prétend combattre, ce ne sont que les leurs. Ce ne sont que des groupes que l'Élysée, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères managent depuis la France pour leur dire attaquez ici,
tuer telle personne, reculer ici, bloquer ici. Parce que si vous prenez la guerre du Biafra, qui a armé, qui a envoyé des armes pour déclencher une guerre au Biafra? C'était encore une fois le gouvernement français. Donc, si le gouvernement français a déjà démontré plusieurs fois qu'ils sont capables du pire, qu'ils sont capables de financer, de déverser et de manager des groupes terroristes, tout simplement pour venir prendre le contrôle des pays avec les armes, avec leur armée, alors vous croyez qu'au Mali, qu'est-ce qui se passait au Mali? C'est la même chose qui se passait au Mali. Donc moi je dis vraiment que les populations maliennes, il faut redoubler de vigilance. Parce que certes, il y a une coopération avec la Russie qui paye. Mais si les populations maliennes ne redoublent pas de vigilance, ne propagent pas le patriotisme, tout ce que les autorités maliennes sont en train de faire maintenant, c'est comme si les autorités sont en train de taper, de prendre un bâton et tapent dans l'eau avec le bâton. Parce que c'est aussi aux populations de prendre conscience, de s'armer idéologiquement, de développer une conscience politique pour comprendre que maintenant, il faut sauver le Mali et que ce n'est pas seulement le Mali que vous allez sauver, mais c'est tout un continent qui sera sauvé. Parce que oui, la France a perdu, la France est en train de perdre au Mali et nous allons faire notre maximum pour que le gouvernement français, l'élite criminelle française puisse perdre encore les autres pays. Parce que certes, le Mali vient de démontrer que quand on a la volonté, on peut le faire. Mais il y a encore d'autres pays en Afrique qui malheureusement jusqu'à présent sont contrôlés par l'armée française, occupés par l'armée française, contrôlés par l'État français, qui n'hésite pas à dicter la politique intérieure de leur pays. Alors, nous remercions vraiment cette coopération entre l'armée malienne et la Russie. Nous remercions les autorités maliennes pour leur courage, leur bravoure à tenir tête au gouvernement français qui ne cesse sans cesse de les menacer, de les intimider, parce que l'État français n'a pas hésité et n'hésite pas à pratiquer du terrorisme diplomatique, du terrorisme politique, économique sur le Mali avec les sanctions imposées par la CEDEAO et ces félons, ces baudruches qui siègent au sein de la CEDEAO. Parce que enfoncer des cailloux dans la gorge du peuple malien et demander au peuple malien de respirer, vous voyez ou pas, c'est illégitime et illégal. Donc nous appelons que ces sanctions soient levées. Les mêmes sanctions que ces gouvernements occidentaux, atlantistes, impérialistes imposent aux pays comme le Venezuela, Cuba, Corée du Nord, etc. Tous ces pays qui refusent d'ouvrir leur pays au pillage de l'oligarchie occidentale, si vous remarquez bien, sont toujours sanctionnés et vivent sous sanction. C'est comme ça, pour eux, la démocratie, c'est vous les laissez piller votre pays et quand vous refusez, il n'y a pas pour eux, ce n'est pas la démocratie. Parce que oui, pour les gouvernements occidentaux, la démocratie veut dire tu nous laisses piller tes richesses, tu nous laisses occuper ton pays, tu nous laisses installer des bases militaires, mais dès que vous refusez, ils vont vous pointer du doigt en disant ce pays-là n'est pas démocrate, ce pays-là n'est pas, le président n'est pas un démocrate, il n'y a pas de démocratie. Parce que quand on regarde bien, voici un pays par exemple comme la France, où le gouvernement français n'hésite pas à massacrer les populations, n'hésite pas à éborgner les populations, n'hésite pas à faire empoisonner les populations, les grands-mères dans les maisons de retraite, les enfants, pour faire plaisir aux firmes pharmaceutiques, aux lobbies pharmaceutiques. Et voici ce pays qui s'autoproclame, toujours pays des droits de l'homme, pays de l'universalisme. C'est ce qu'on appelle l'universalisme totalitaire. On impose, parce que quand on pointe du doigt cela, vous savez pourquoi le gouvernement français n'aime pas que les gens comme nous, les personnes comme nous, les activistes politiques comme nous, qui dénonçons ces pratiques-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand on dénonce, c'est mettre à nu, en fait, la supercherie, l'emballage que le gouvernement français vend à l'étranger, pour dire que pays des Lumières, pays des droits de l'homme, où la liberté d'expression existe, mais je peux vous garantir que la liberté d'expression n'existe pas dans ce pays à 100%. Parce que oui, il y a des Français qui se font arrêter dans ce pays quand ils font des caricatures de Macron, quand ils caricaturent Gérard Darmanin,
qui en réalité s'appelle Moussa Darmanin, quand ils se font caricaturer, il y a des Français qui se font arrêter. Alors dites-moi, c'est cela la démocratie? Non, ce n'est pas la démocratie, mais c'est un semblant de démocratie. Parce que si réellement le gouvernement français pratiquait la démocratie, alors le gouvernement français doit respecter le choix du peuple malien qui ne veut plus collaborer avec l'armée française, qui ne veut plus collaborer avec le gouvernement français. Mais vous voyez que c'est l'inverse. On essaye de faire assassiner Goïta, on essaye de faire des coups d'État au Mali, on essaye de déstabiliser le Mali en finançant des blogueurs avec l'argent du contribuable français et comment dire, et de l'Union européenne. On essaye de déstabiliser le pays, d'inciter les groupes armés à s'en prendre aux militaires. Alors ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas cela la démocratie. Je suis désolé, mais en tout cas, si c'est cela la démocratie que prône le gouvernement français, alors le peuple malien, le peuple africain ne veulent pas de votre démocratie. Parce que on s'intéresse toujours à l'Afrique, au Mali, l'ONU, la France, etc. Mais quand on prend les États-Unis, tous les jours, il y a des tueries. Tous les jours, il y a des terroristes suprémacistes de roses qui tuent des populations là-bas, tout simplement parce que noirs ou parce que latinos. On n'a jamais vu l'ONU, on n'a jamais vu la France aller s'intéresser à ce pays pour régler le problème. En France, des Noirs se font tuer toujours à chaque fois par la police et c'est toujours par erreur. On n'a jamais vu l'ONU le condamner, on n'a jamais vu ces personnes être condamnées par la justice. Donc à un moment, je vous dis que le gouvernement français n'est pas l'exemple de démocratie qui peut venir donner des leçons aux autres pays en Afrique. Donc, la coopération entre l'armée malienne et la Russie est payante et nous saluons cela. Ensuite, je vais aborder le sujet numéro 2. Le sujet numéro 2, attendez, je regarde un peu. Je regarde le sujet numéro 2. Pourquoi l'armée d'occupation française soutient-elle les groupes armés, entre parenthèses, terroristes, qu'elle est censée combattre? Oui, je sais que les gens me diront pourquoi je dis cela. Parce qu'il y a des Français, qui ne sont pas au courant que l'armée française ne combat pas les soi-disant terroristes au Mali, au Sahel. Parce que souvenez-vous, Jean-Yves Le Drian, alias Basile Zaharov, alias l'ancien ministre de la mafia bretonne, avait déclaré que le Mali était la frontière sud de la France. La frontière sud de la France. Le Mali qui se trouve à 10 000 kilomètres est la frontière sud de la France. Et donc, le gouvernement français a décidé d'envahir ce pays militairement parlant pour protéger les Français contre le terrorisme. Et moi, je répète toujours, et je dis toujours, que je vais encore une fois demander dans ce direct aux Français, mais également aux Africains et aux personnes qui m'écoutent, de me citer, de laisser un commentaire et de me dire le nom d'un seul terroriste venu du Mali, venu du Sahel, qui est venu tuer des Français et qui légitime l'occupation militaire de l'armée française de ces pays-là, le Mali, etc. Citez-moi le nom d'un seul terroriste, d'une seule personne venue du Mali qui est venue tuer des Français et qui donne la légitimité à l'armée française d'aller occuper le pays. Donc, laissez-moi les commentaires et nous continuons. Oui, et je persiste encore une fois, je dis que l'armée française n'est pas au Mali pour lutter contre des groupes armés. Non, ça, c'est ce que le gouvernement français a décidé de véhiculer. C'est ce que le gouvernement français a décidé d'imposer dans la tête, dans le cerveau des Français. Dire que la présence militaire de la France au Mali, en Afrique, a pour objectif de lutter contre des groupes armés, contre des terroristes. Je peux vous garantir que jusqu'à présent, si vous regardez bien la manipulation, regardez comment, en une seule phrase, je vais démonter la manipulation, la propagande du gouvernement français. Le gouvernement français parle toujours de terroristes tués, de terroristes neutralisés, qu'il y a des terroristes au Mali, au Sahel, depuis des années. Mais est-ce que vous avez déjà entendu la version des personnes qui sont accusées
d'être des terroristes. Non. Si vous observez bien, il n'y a qu'une seule version qui est propagée sur les médias mensonges. La version du gouvernement français. La version du gouvernement français qui dit que telle personne est terroriste, telle personne est djihadiste, tel groupe, c'est un groupe armé. Parce que la vraie vérité, la présence de l'armée française, l'occupation de l'armée française dans ces pays a pour objectif, 1, de sécuriser l'intérêt de la France-Afrique, l'intérêt des multinationales françaises, parce que si vous prenez le cas du Mali, où l'armée française n'hésite pas à soutenir les groupes armés qu'elle est censée combattre, ces groupes armés que la France, que le gouvernement français, l'armée française n'hésite pas à soutenir, à mettre en place une logistique pour les ravitailler en armement, en équipement, parce que oui, si l'État français prétend utiliser plus d'1 million d'euros chaque jour pour lutter contre le terrorisme au Mali, ce qui fait à peu près 1 milliard d'euros chaque année, mais je peux vous garantir une chose, c'est 1 milliard d'euros chaque année, une partie est payée par le gouvernement malien, parce que c'est du travail que le gouvernement malien confie à l'armée française, de sécuriser, de lutter contre des terroristes. Ce n'est pas gratuit. Non, 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 ce n'est pas gratuit. Ça, les médias ne le disent pas, mais les pays africains payent au gouvernement français. L'armée française facture l'occupation, leur soi-disant lutte contre le terrorisme dans ces pays, aux pays africains. Et quand elle facture, les pays africains ne donnent pas de l'argent. Non, ce sont des contrats. Ça veut dire que si la France, les multinationales, par exemple, vous prenez Areva, qui est censé exploiter, par exemple, l'uranium au Mali pour 10 ans, avec la présence de l'armée française, ça passe de 10 à 50 ans. Et elle exploite, il n'y a pas de contrôle, l'État malien n'a aucun droit, ne peut rien dire. Voici comment le gouvernement français occupe les pays africains. Donc, pour légitimer ce pillage, ce brigandage, cette prédation, alors on utilise l'excuse de lutte contre le terrorisme. Et souvenez-vous, pour venir esclavagiser les Africains, les populations africaines, avec la bénédiction du Vatican, avec la bénédiction du pape, du bulle papale, la France a dit qu'elle était venue faire une mission civilisatrice. Hein? Pareil avec la colonisation. C'était pour apporter la civilisation aux populations indigènes. C'est comme ça qu'ils considèrent les Africains. Ce sont des indigènes. D'ailleurs, c'est pour cela que l'extrême droite ou une partie des médias en France, pour parler des activistes politiques ou des mouvements comme la Ligue de défense noire africaine, etc., nous appellent les indigénistes. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire que nous sommes des personnes indigènes. Ce sont des indigénistes. En gros, c'est comme si là, vous voyez, là, il y a de l'eau. Vous versez de l'huile dans l'eau, bah, l'huile ne se mélange pas avec l'eau. Donc, pour eux, c'est indigène. Donc, ça veut dire que les Africains qui sont en France sont des indigènes, des indigénistes. Ce sont des personnes sauvages qui, la France, a civilisé ou colonisé. Donc, nous sommes des personnes indigénistes. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps la mouvance indigéniste, le communautarisme, etc., séparatisme. De toute façon, tout ce qui finit par isme ou iste, c'est eux qui l'inventent. Voilà que je disais que si vous observez bien, on dit au peuple français que l'armée d'occupation française occupe les terres africaines pour lutter contre le terrorisme, mais en réalité, aucun terroriste n'est venu du Mali pour tuer des Français. Si vous regardez bien, la plupart des actes, entre guillemets, terroristes qu'il y a eu en France, soit ce sont des Français, des personnes qui sont nées en France, grandies en France, nourries par l'idéologie de la République, ou qui sont venus de Belgique. Mais aucun n'est venu du Mali, ni du Togo, ni du Gabon, ni du Sénégal, ni du Tchad, pour venir tuer des Français au nom d'une soi-disant religion, au nom de l'islam ou quoi que ce soit. Non, mais pourtant, l'armée française occupe ces pays en disant lutter contre des djihadistes. Alors que c'est elle-même qui soutient,
c'est elle-même qui finance, c'est elle-même qui manage ces groupes qui s'en prennent aux populations sur le continent africain au nom comment dire, pour enrichir l'élite criminelle française et pour enrichir les multinationales. Et ça, c'est une aberration. Ça veut dire que on utilise une armée qui est censée défendre la France pour aller commettre des crimes contre l'humanité, parce que ce ne sont pas des crimes de guerre, parce que la France n'est pas en guerre au Mali. La France n'est pas en guerre en Afrique. Non, c'est faux. Quelle guerre? Parce que si la France était en guerre, ça veut dire qu'on peut comprendre. Mais là, c'est de l'occupation. Hein? C'est du néocolonialisme. Parce qu'il faut savoir une chose, le néocolonialisme est pire que la colonisation. Parce qu'au moins la colonisation, c'était clair. On savait que c'était la colonisation. C'était direct. Là, le néocolonialisme, c'est par fourberie. Vous voyez ou pas? Ils nous disent non, ils ne sont plus là, mais ils sont là. Ils nous disent non, on ne vous pille pas, mais ils vous pillent. Ils vous disent non, mais on ne s'en gère pas dans la politique de votre pays, mais ils le font. Parce que c'est encore plus grave. C'est ça le néocolonialisme. Vous faire croire qu'ils ne sont plus là, mais ils sont là. Juste, c'est la forme qui change, la couleur des personnes également, parce que maintenant on utilise les endocolons. Avant, c'était eux directement, maintenant ce sont les endocolons. Ils prennent des Africains qu'ils ont formés et qu'ils mettent à la tête de ces pays, ou qu'ils placent un peu partout pour servir l'intérêt de l'élite, pour servir l'intérêt de l'oligarchie, de la bourgeoisie criminelle française. Voici pourquoi je dis que le néocolonialisme est pire que la colonisation. Alors, l'armée française qui prétend lutter contre ces groupes armés, en réalité, ne fait que alimenter, ne fait que assurer la survie, la sécurité de ces groupes armés pour ne pas que les armées africaines puissent les neutraliser. Et je vais vous dire une chose. Vous prenez par exemple le cas du Mali. Si vous prenez le cas du Mali, avant l'arrivée des autorités maliennes, l'armée malienne n'avait pas le droit de tirer sur les groupes armés que la France a pourtant, le gouvernement français a pourtant classé comme groupes terroristes. L'armée française n'avait pas l'autorisation de faire quoi que ce soit si le gouvernement français ne donnait pas les ordres pour que l'armée malienne neutralise ces groupes. Il s'avère même que l'armée française est allée jusqu'à protéger certains groupes, certains de ces personnes que pourtant le gouvernement français à Paris déclare comme personnes terroristes. Il s'avère même que l'armée française protégeait des responsables de ces groupes armés au Mali. Et vous savez pourquoi? Si vous fouillez, vous regardez bien, tout simplement parce que ces responsables-là travaillaient pour l'armée française. Si vous regardez bien les vidéos qui sont disponibles, les preuves, les photos, les images qui sont là, vous verrez même que certains chefs de ces groupes armés font des patrouilles ensemble avec l'armée française au Mali. Attendez. Avec l'armée française au Mali. Pourtant, ces groupes sont considérés comme des groupes armés hostiles aux autorités de Bamako, hostiles à l'État malien, parce que c'est eux qui veulent diviser le Mali en deux et que la France est venue combattre. Je vais vous montrer les images. Attendez, vous allez voir. Je vais vous montrer les images. Vous allez comprendre tout de suite. Si je retrouve les images, vous allez comprendre. Attendez, je cherche les images en même temps pour vous montrer la mascarade. L'armée française qui prétend combattre des groupes armés, mais en réalité patrouille avec ces mêmes groupes armés et attaque les positions de l'armée malienne pour les fragiliser. Attendez, vous allez voir. Je vais vous montrer... Je cherche la vidéo, hein. Je cherche la vidéo et je vais vous montrer
cette vidéo, à moins que je crois que la vidéo a été supprimée. Non, mais je vais retrouver la vidéo. Ne vous inquiétez pas, je vais retrouver la vidéo. Je vais retrouver la vidéo. Si je ne la retrouve pas là pour vous montrer, je vais sûrement publier cette vidéo. Les preuves sont là. Enfin, c'était juste pour vous montrer que l'armée française qui prétend traquer des groupes armés, des terroristes au Mali, patrouille avec ces mêmes groupes armés qui attaquent le gouvernement malien. Comment on peut m'expliquer cela? Comment on peut m'expliquer cela? L'armée française va jusqu'à empêcher l'armée malienne de pénétrer dans les zones contrôlées par ces groupes armés que Paris déclare terroristes. Ça ne vous dit rien? Eh bien, c'est la même technique qui s'est passée en Syrie, où l'armée française, le gouvernement français finançait, payait le groupe État islamique pour permettre à ces multinationales de continuer à exploiter les richesses en Syrie, alors que l'armée française prétendait combattre l'État islamique. Le gouvernement français négociait avec l'État islamique pour permettre à ces multinationales de continuer à piller le pays. D'ailleurs, il y a un jugement, le groupe Eiffage a été renvoyé devant la justice et sera jugé pour ça. Donc vous voyez les méthodes utilisées, vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire que pour les gouvernements français, rien que pour l'intérêt, ils sont capables même de vendre leurs propres enfants. Et ils le font. Ces gouvernements sacrifient des Français qui sont des militaires, des enfants, des pères de famille, des cousins, des frères, pour protéger l'intérêt de leur maître, de ce gouvernement invisible qui dirige ce pays et qui dirige le monde. Souvenez-vous en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire sous Gbagbo? L'armée française n'a pas hésité à utiliser des Ukrainiens et des Biélorusses, des pilotes ukrainiens et biélorusses pour faire bombarder leur propre camp militaire, tuant des militaires français pour ensuite bombarder Gbagbo pour dire que l'armée ivoirienne venait d'attaquer le camp militaire français, alors que pourtant l'enquête a démontré que c'est le gouvernement français qui a payé des pilotes ukrainiens et biélorusses pour bombarder le camp militaire français. Et quand ces pilotes se sont fait arrêter au Togo, le gouvernement togolais avait appelé le gouvernement français pour dire « on a arrêté ces pilotes ». Le gouvernement français a exigé à l'État togolais de libérer les pilotes ukrainiens et biélorusses qui se sont enfuis après avoir bombardé le camp militaire de Bouaké. Allez, les preuves sont là, allez regarder sur Internet, vous verrez, ce n'est pas moi, mais c'est encore une fois vos propres médias qui le disent. Donc aujourd'hui, comment on peut croire quand l'armée française prétend lutter contre des groupes terroristes au Mali, des groupes terroristes, dans le Sahel, alors que dans la plupart des cas, dans la plupart des situations, c'est elle-même qui manage, qui contrôle, qui arme, qui aide logistiquement ces groupes-là pour déstabiliser les pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement malien n'est pas, contre les populations françaises. Non, le gouvernement malien est hostile à au double jeu que pratique l'État français vis-à-vis des groupes armés que la France est censée pourtant combattre. Et voilà pourquoi ça dérange le gouvernement français de voir la présence, cette coopération du Mali avec la Russie, parce que nous savons que la Russie ne négocie pas avec le terrorisme. Les Russes ne sont pas là pour négocier avec le terrorisme. Les Russes ne badinent pas avec le terrorisme. Les Russes ne sont pas amis des terroristes. Et la Russie ne manage aucun groupe terroriste pour attaquer d'autres pays. Parce que si on parle des talibans, qui a armé les talibans? C'est la CIA. C'est la CIA qui a armé les talibans pour lutter contre les soviétiques à l'époque en Afghanistan. Et aujourd'hui, ces talibans se sont retournés contre les États-Unis. En Libye, qui a armé les groupes armés en Libye? C'est encore une fois la France, l'OTAN et les États-Unis. Vous prenez la plupart en Irak, c'est qui? C'est encore une fois, les États-Unis, la CIA, la DGSI, etc. Vous prenez même l'Iran. Vous prenez l'Iran, l'opération Ajax.
que les États-Unis ont financé pour renverser, pour déclencher dans le pays, avant que l'ayatollah, là, que Khamenei ou je sais pas quoi, là, qui est là, qui était un agent de base de la CIA, mais qui a réussi à duper la CIA, avant que cela ne se transforme en révolution qui existe aujourd'hui dans le pays. L'Iran était contrôlé par qui? Par les Britanniques. Ensuite, il y a la France. Ensuite, il y a les États-Unis qui sont venus. Donc, à un moment, il faut lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité pour comprendre comment les gouvernements occidentaux, comment les gouvernements atlantistes managent le monde, managent la déstabilisation, financent le chaos pour leur propre intérêt. Parce qu'ils ne le font pas pour les populations. Non, 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 ce n'est pas pour l'intérêt des populations, mais c'est pour l'intérêt du gouvernement invisible, de leurs maîtres, de ceux qui les placent à la tête de leur pays. C'est pour eux que l'armée française fait cela, l'occupation, cette soi-disant guerre que fait l'armée française, en réalité qui n'est pas une guerre, mais c'est pour sécuriser l'intérêt, les régimes placés par Paris. Parce que si vous prenez par exemple le Tchad, c'est l'armée française qui empêche les groupes armés politiques du pays à renverser la dictature qui existe au Tchad. Parce qu'à chaque fois, quand ces groupes se lèvent, c'est l'armée française qui les bombarde. Si vous prenez dans la plupart des pays africains, c'est l'armée française qui empêche, qui sécurise les régimes de ces dictateurs. C'est l'objectif de l'occupation militaire de ces pays. C'est sécuriser l'intérêt du gouvernement invisible, protéger les endocolons qui sont à la tête de ces pays, ces gardiens de camps de concentration, ces commandeurs de plantations, mais pas du tout pour les populations qui sont délaissées. Et on le voit que les renseignements, la DGSI, le gouvernement français n'hésite pas à utiliser la violence dans ces pays pour préserver ses propres intérêts. Mais ça, les populations françaises ne le savent pas. Pourtant, les preuves sont là, mais ce ne sont pas les médias mensonges qui vous le diront. Donc nous disons que l'armée française n'est pas au Mali pour protéger les Maliens. L'armée française n'est pas au Mali pour protéger les Français. L'armée française n'est pas au Mali pour protéger les Européens, ni les populations africaines. Mais l'armée française occupe le Mali et le Sahel tout simplement pour défendre et protéger l'intérêt des multinationales, de l'oligarchie française et du gouvernement invisible. C'est pour cela que les populations africaines aujourd'hui sont debout et ne veulent plus subir. Ne veulent plus subir. Vous comprenez ou pas? Ne veulent plus subir cette politique de prédation, cette politique d'exploitation, ce néocolonialisme qui règne sur le continent africain. C'est pour cela que, comment dire, le peuple français se bat en ce moment. Voilà. Donc, c'était juste pour vous éclairer un peu la situation. Bon, je viens de bloquer quelques énergumènes, quelques écervelés, quelques personnes décérébrées qui viennent sur le live pour essayer de troller. C'est ce qu'on appelle le troll. L'objectif, comment dire, c'est pour troller. Il dit, pourquoi tes frères mineurs arrivent-ils en France? Pourquoi les multinationales, les Français arrivent aussi-ils en Afrique? La terre appartient à tout le monde, messieurs. Vous savez, donc les gens ont le droit de circuler. Si vous ne voulez pas d'immigration en France, il suffit juste d'arrêter le néocolonialisme. C'est tout. C'est ça que vos politiques ne vous disent pas. Pour stopper l'immigration, il faut arrêter le néocolonialisme. C'est le néocolonialisme qui est la conséquence de l'immigration de ces populations vers la France, parce que l'Europe pille, l'Europe dépouille leur pays. Donc ces populations sont, comment dire, dans leur légitimité à venir ici récupérer ce que vos gouvernements pillent, volent dans leur pays. C'est tout. Donc si vous ne voulez pas d'immigration, dites à vos gouvernements d'arrêter le néocolonialisme. C'est tout. Et chacun, les chats seront bien gardés, les chiens seront bien gardés. C'est tout ce que nous disons. Alors, je vais finir en disant, ne vous inquiétez pas, il a été bloqué, ce fameux Laurent, il a été bloqué, sûrement ça doit être un troll payé par Macron et sa bande de voyous. Ça doit être un troll au service de la République en marche. Ça doit être pour ça qu'il est là, mais il a été bloqué. Voilà, donc
le néocolonialisme est la conséquence de l'immigration en France. Exactement, le néocolonialisme est la conséquence de l'immigration en France. On ne peut pas dire à des gens qui sont pillés, qui sont volés, qui sont exploités, qui sont spoliés, de rester chez eux, alors que vous, vos gouvernements, n'hésitent pas à les envahir avec vos armées, vos multinationales. Il y a aussi des Français qui migrent. Hein. Ne croyez pas que c'est que les Africains qui migrent vers l'Europe. Non, il y a aussi des Français qui migrent vers les États-Unis, vers l'Afrique. Et je vais vous dire une chose, ce que vous ne savez pas, 95% de l'immigration africaine, ce n'est pas vers l'Europe, mais vers les pays africains qui sont aux alentours, tout autour. Vous voyez ou pas? Donc il y a peut-être 2% ou 3% seulement d'Africains qui migrent hors d'Afrique pour aller vers l'Europe, les États-Unis, etc. Mais quand on écoute les médias, c'est comme si 90% de l'immigration africaine a pour objectif direction l'Europe. Non, 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 ce n'est pas vrai. Et les chiffres sont là, vous pouvez les vérifier. 95% de l'immigration africaine, c'est dans les pays africains, sur le continent africain. Ce n'est pas l'Europe. Et la plupart des réfugiés qui arrivent en France ne viennent pas pour rester en France, mais c'est juste pour traverser. Sauf que le système les empêche de traverser, donc ils se retrouvent coincés ici en France et on les voit au bord des routes en train de mendier, etc. Parce que ces personnes-là ne viennent pas du tout pour rester en France. Mais c'est vos gouvernements qui font exprès de les bloquer parce que vos gouvernements ont besoin de les utiliser pour les exploiter dans les entreprises, pour les payer à 400 € le mois, là où quand on embauche un Français, on est censé le payer peut-être 1500 €. Donc c'est de l'esclavage. En réalité, ces personnes sont prises en otage et on les exploite. Voilà, c'est ça, c'est le système. Qu'est-ce que vous voulez? C'est contre ça que nous sommes en train de nous battre. Alors voilà, moi je dis juste que il faut vraiment rester éveillé, il ne faut pas écouter tout ce que racontent les médias mensonges, les balivernes que débitent les médias mensonges. Aujourd'hui, concrètement parlant, la coopération militaire entre le Mali et la Russie porte ses fruits. La coopération, elle est payante parce qu'aujourd'hui, il y a des axes, il y a des villes qui sont récupérées, sécurisées, où les populations se font accompagner par les militaires maliens, qui maintenant sont dotés de moyens militaires, de matériel militaire. D'ailleurs, le Mali, l'armée malienne est montée tellement en puissance que cela inquiète l'armée française. Puisque maintenant, l'armée malienne possède de radars capables de détecter tout ce qui survole ou tout ce qui passe au-dessus du Mali. L'armée malienne possède aussi des systèmes de défense, aériens, etc. Donc tout cela, ce n'est pas bon et ça ne plaît pas du tout au gouvernement français. Alors, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et je disais aussi que j'allais vous dire que les prochaines mobilisations se feront, si tout se passe bien. Nous sommes déjà en train d'organiser, de préparer une mobilisation au Nigeria, à l'ambassade de France au Nigeria. J'ai vu dans les commentaires que les gens disaient, mais pourquoi une mobilisation au Nigeria? Alors, vous allez comprendre pourquoi nous sommes en train de cibler, ces pays. Nous sommes en train de cibler le Nigeria, l'Afrique du Sud, ces pays anglophones, parce que ces pays anglophones sont dans le viseur du gouvernement français. Depuis l'arrivée de Macron, ce qu'il faut comprendre, c'est que Macron cherche à conquérir le marché anglophone, le Nigeria, Sud-Afrique, et donc l'objectif, c'est de les contrer. Donc quand les gens nous disent, mais pourquoi vous organisez ces mobilisations dans ces pays? Le Nigeria fait partie de l'Afrique et il faut bien commencer quelque part. Donc si on peut empêcher déjà à ce système, à l'oligarchie française, de bien s'installer au Nigeria, en Afrique du Sud, dans ces pays anglophones que convoite le gouvernement de Macron, alors il ne faut pas attendre que Macron s'installe, que l'oligarchie s'installe pour essayer maintenant de venir le déloger. Non, c'est maintenant qu'il faut les empêcher. Voilà pourquoi nous ciblons ces pays, parce que ces pays sont des pays de convoitise, sont des pays que le Macron veut absolument conquérir. Les multinationales ont du mal à conquérir des parts de marché en Afrique du Sud,
au Nigeria, pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud, vous verrez qu'il y a le roi Merlin. Le roi Merlin, c'est pas vraiment top. Il y a d'autres multinationales qui ont tenté, mais qui sont repartis. Aurélien Le Chevalier, l'ami intime de Macron, qui fait partie des fondateurs du Conseil présidentiel pour l'Afrique, que Macron a nommé ambassadeur en Afrique du Sud, a pour ce rôle d'aider les multinationales à pénétrer le marché sud-africain. C'est la même chose qui se passe au Nigeria, et c'est la même chose qui se passe en Angola. Donc, l'objectif, c'est de barrer la route au néocolonialisme dans ces pays, au néocolonialisme français qui tente de pénétrer dans ces pays parce que le gouvernement français a compris que dans les pays d'Afrique francophone, il commence à avoir des pertes, que la situation n'est plus du tout, comme l'État français l'espérait. Donc, ils essayent de se détourner, de commencer à anticiper, à préparer l'après-Afrique francophone. Alors nous aussi, on anticipe et nous allons leur barrer la route dans ces pays directement. Voilà pourquoi nous préparons, nous lançons ces mobilisations et voilà pourquoi cette mobilisation qui s'est déroulée en Afrique du Sud devant l'ambassade de France. Mais sachez-le que pour l'Afrique du Sud, ce n'est pas terminé. 14 jours. Après les 14 jours, vous allez voir, il y aura des actions. Je ne vais pas vous dire ici, j'ai déjà parlé sur Afrique Média en expliquant ce qui va se passer. Vous avez vu également, on s'est rendu par exemple à l'Institut français en Afrique du Sud. Avant mon retour en France, je vous fais, très brièvement, je vous fais écouter la vidéo où on était à l'Institut français pour leur signifier, pour leur faire comprendre les actions qui vont se dérouler très prochainement. Écoutez. ONG pour l'Afrique, la France-Afrique version 2.0, avant que Macron ne le nomme ambassadeur ici en Afrique du Sud pour permettre aux multinationales françaises... La vidéo est disponible, vous pouvez aller le voir. Donc, nous disposons de beaucoup d'informations à ce sujet et maintenant nous sommes clairement dans une lutte, nous sommes clairement dans notre position vis-à-vis du gouvernement français dans les pays d'Afrique, peu importe anglophone ou francophone, nos revendications sont claires. Voilà. Et à travers vous, on veut que le message passe à Aurélien, à monsieur Aurélien Le Chevalier, l'ambassadeur, pour lui dire que les populations africaines réclament tout simplement la fin des bases militaires, la fin du franc CFA, mais notamment nous exigeons la fermeture des centres culturels français dans les pays africains parce que qui n'apporte rien, la francophonie n'apporte rien aux populations africaines si ce n'est coloniser linguistiquement encore ces pays qui sont déjà assez colonisés comme ça. Donc concrètement, moi la question que je vous pose, un centre culturel français, qu'est-ce que cela apporte aux pays africains, aux populations africaines? Si je vous pose la question. J'étais en Côte d'Ivoire pendant 4 ans en poste à l'Institut français à Abidjan. Oui. Vous parlez de la langue française, alors c'est un des volets de ce que l'on fait en effet, mais plus à travers l'apprentissage, la formation de cette langue qui quand même est, je pense, une langue utile en termes de lien sur le continent, mais après chacun... Non, le continent a déjà une langue ou des langues avant que la colonisation française n'arrive. Ça, c'est utile. Ouais, ça, c'est les responsables de l'Institut français en Afrique du Sud qui nous ont reçus. Et quand il répond, c'est là où on se rend compte que ces personnes sont déconnectées. Quand on l'écoute, c'est comme si la France, quand elle est partie coloniser l'Afrique, elle est partie apporter une civilisation, une langue à des personnes primitives. À des primitifs. Ça veut dire que c'est comme si il n'existait aucune langue. C'est comme si les populations en Afrique ne communiquaient pas avec une langue avant l'arrivée de la colonisation. Parce que là, ils vantent clairement le français. Et vous allez voir, la vidéo est disponible sur ma page en disant que, par exemple, en Côte d'Ivoire, grâce aux Français, la télévision française la télévision ivoirienne arrive à communiquer. Mais c'est une aberration. En fait, je pense que ces diplomates sont déconnectés de la réalité.
Ils sont vraiment déconnectés de la réalité. Pour vos intérêts. Mais est-ce que vous avez consulté les populations africaines et ils vous ont dit, par exemple en Côte d'Ivoire où vous étiez pendant 4 ans, est-ce qu'ils vous ont dit en Côte d'Ivoire que, ah chouette, la langue française est très utile pour nous et que sans la langue française, on n'avait pas peut-être une langue ou une civilisation avant l'arrivée? Ce que je voulais juste dire, c'est que ça permettait d'unifier parfois, de faire passer un message. La télévision ivoirienne est en français et du coup, tout le monde, quelle que soit sa langue maternelle, peut suivre la télévision ou écouter la radio. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat, on a chacun des avis. Je voulais juste vous répondre sur ce que ça apporte. Oui, non, mais je comprends. C'est un volet. Et oui. puis ici, ce qu'on fait à l'IFAS, donc Afrique du Sud, on est plus particulier. Il y a la langue française, hein, c'est un volet de notre action. On est surtout dans les secteurs culturels, audiovisuels et recherche. Oui. Voilà. La vidéo est disponible. Je vous invite à aller... Je vous invite à aller regarder la vidéo. Et qu'on reviendra ici avec les autres collègues des partis politiques pour faire fermer le centre culturel. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, c'est tout ce qu'on est venu vous dire. Si vous n'avez rien d'autre, le responsable de la LDN en Afrique du Sud, si vous pouvez lui donner un rendez-vous, ou peut-être, je ne sais pas, je le laisse maintenant gérer le reste avec vous. Voilà, c'était... C'est en Afrique. Non. Je connais le dossier, madame, la grande majorité. En Amérique latine, ils ne parlent pas français. Oui, mais ils ne parlent pas français en Amérique latine. Et l'objectif du gouvernement français, c'est de passer de 600 millions de francophones à 1 milliard de francophones sur 30 ans. Donc on connaît le programme, on sait à quoi servent les instituts français dans les pays d'Afrique. On sait que c'est pas seulement pour financer des recherches anthropologiques ou autres. Donc c'est pour ça que nous, notre organisation, parce que nous parlons au nom de notre organisation, c'est pour cela que nous demandons, nous revendiquons la fermeture pure et simple, parce que le Rwanda a fait fermer le centre institut français et ça n'a pas empêché le Rwanda de survivre ou de vivre aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui, nous pensons que nous sommes arrivés à un niveau où il faut peut-être couper les liens, la culture française avec l'Afrique, parce que ça n'apporte rien du tout aux Africains, ni pour le développement, ni économique, ni politique, rien. Au contraire, ça régresse le continent africain. Et je pense qu'il est vraiment temps de mettre fin, aux instituts français dans les pays d'Afrique, que ce soit anglophone ou francophone, et que vous pouvez aller les installer ailleurs. Mais la majorité des Africains aujourd'hui ne souhaitent plus cette mascarade, parce que l'Institut français ne se prononce jamais dans les pays africains où les droits de l'homme sont constamment bafoués, où des populations se font tuer, exécuter pour préserver l'intérêt du gouvernement français. Donc si vous n'arrangez pas les Africains, il ne faut pas les déranger. Chacun peut rester chez soi, installer ses instituts français en France ou dans les autres pays. Mais les Africains, je pense que n'en veulent plus. Parce qu'aujourd'hui, on vous le dit clairement, que les choses ne passent plus. Voilà. Il faut à un moment écouter la colère des populations. Il ne faut pas faire semblant parce que quoi qu'il arrive, vous défendez l'intérêt du gouvernement français. Vous ne condamnez pas la politique française ni la politique culturelle que impose le gouvernement français aux populations africaines. Vous ne les condamnez pas. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas en réalité pour les populations africaines, mais pour ceux qui vous installent, c'est-à-dire les ambassades françaises dans les pays africains. C'est ça que nous trouvons, c'est une aberration et on ne l'accepte plus aujourd'hui. Donc cette démarche ici en Afrique la vidéo est disponible, c'était juste un petit bonus à la fin de ce live pour ceux qui ne l'ont pas suivi. La vidéo elle est disponible, le direct est disponible sur ma page, c'était en Afrique du Sud où nous avons été reçus à l'Institut français pour faire signifier à l'Institut français que nous allons revenir très prochainement et que dans nos revendications, ça faisait partie des revendications, la fermeture des instituts français, centres culturels, etc. dans les pays africains qui ont pour objectif de coloniser linguistiquement le continent africain. Voilà, donc c'était pour cela que, c'était pour ça d'ailleurs qu'on a été reçus là-bas. Et au passage, j'ai posé la question de ce qu'ils pensaient des Huguenots. Vous savez, parce que beaucoup de personnes disent, oui, mais pourquoi la manifestation, excusez-moi,
Pourquoi la manifestation devant l'ambassade sud-africaine? La France n'a pas colonisé l'Afrique du Sud, etc. Certes, le gouvernement français n'a pas colonisé l'Afrique du Sud, mais il y a eu des colons français. Ces colons français, on les appelle les Huguenots. D'accord? Les Huguenots. Pour ceux qui ne savent pas, maintenant je vous donne l'information, vous allez vous taper les Huguenots. C'était les Français qui ont fui les persécutions religieuses ici en France. Je crois que c'était des personnes de confession protestante qui ont fui les persécutions religieuses et qui sont arrivés en Afrique du Sud, qui ont colonisé l'Afrique du Sud et qui se sont enrichis. D'ailleurs, la plupart des Afrikaners aujourd'hui, le nom de famille des Afrikaners aujourd'hui, ce sont des noms de famille typiquement, comment dire, Monsieur Leroux, Monsieur le Portalier, ce sont des noms de famille français. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Huguenot. Attendez, je vous montre. Et vous allez comprendre que il faut connaître l'histoire pour ne pas se faire avoir, pour ne pas, comment dire, se faire duper. Oui, le gouvernement français n'a pas colonisé l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a subi l'invasion des colons français. Voilà, regardez. L'information est disponible ici. Je vais vous montrer. Et vous allez faire les recherches. C'est pour ça qu'on vous dit que la mémoire est très importante. Voilà, regardez, l'information, il est là. Les Huguenots d'Afrique du Sud sont des descendants de Français protestants établis en Afrique du Sud depuis les persécutions religieuses et la révolution de l'édit de Nantes en 1685. Les Huguenots représentent une composante de l'identité du peuple afrikaners. Ok? Alors, ne venez pas nous dire, oui, je ne sais quoi, pourquoi. Non, parce que oui, il y a des colons français en Afrique du Sud. Et ces Huguenots ont soutenu, financé l'apartheid en Afrique du Sud. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le gouvernement français soutenait l'apartheid en Afrique du Sud contre les populations noires. C'est pour cela que les présidents français n'hésitaient pas à traiter Mandela de terroriste. Et c'est aussi pour cela que, comment dire, la femme politique sud-africaine, Justice September, a été assassinée ici à Paris en sortant d'une émission de télévision devant chez elle, et que par les services de renseignement français, et que Winnie Mandela a été torturé sur demande du gouvernement français. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que aujourd'hui, 20% des Afrikaners portent des noms français. Duplessis, De Villiers, Dutoit, Théron, Leclos, Joubert, Malan, Terra Blanche, Roux, Leroux, Olivier, Marais, etc. Voilà, c'est eux qui composent aujourd'hui l'Afrique du Sud. Et je vous dis que 95% des richesses, des terres, de l'économie en Afrique du Sud est entre les mains de ces personnes. Donc oui, ce sont des colons français qui occupent l'Afrique du Sud. Voilà. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'il dit lui? Bon, je vais voir, c'est une personne. Il dit, monsieur, au lieu de défendre la Russie, panafricain en carton, personne. Ok, bon, écoutez, je ne suis pas en train de défendre la Russie. Mais si vous voulez savoir, moi je soutiens la Russie. Si c'est cela qui vous dérange, vous peut-être vous soutenez le gouvernement français. J'ai le droit de soutenir la Russie. Je soutiens la Russie ne veut pas dire je défends la Russie. Je défends d'abord mes intérêts à moi. Et mes intérêts, c'est l'Afrique. Donc aujourd'hui, la Russie est le seul pays qui, comment dire, essaye de casser l'ordre mondial établi par vos maîtres, qui pillent la plupart des pays africains. Ceux qui combattent la Russie aujourd'hui, c'est ces mêmes pays qui sont responsables du chaos en Afrique. Donc voilà pourquoi moi je soutiens la Russie, mais je ne suis pas, comment dire, en train de défendre la Russie. Je n'ai pas besoin, la Russie n'a pas besoin de moi. La Russie se défend bien, largement bien, et on le voit en Ukraine, que pendant que les médias mensonges propagent comme quoi la Russie a du mal à avancer, la Russie contrôle la plupart des villes, gagne chaque jour des colonies, gagne chaque jour des villages, et Zelensky vient de l'avouer que entre 100 à 600 militaires ukrainiens se font tuer par jour en Ukraine. Donc la réalité n'est pas forcément ce qu'on vous montre à la télé. Donc faites très attention. De toute façon,
Je ne vais pas soutenir les États-Unis, je ne vais pas soutenir le gouvernement américain, je ne vais pas soutenir le gouvernement français ni l'OTAN qui sont responsables du chaos, du malheur du peuple africain. Donc moi, je soutiens la Russie parce que jusqu'à présent, la Russie permet aux pays africains de se défendre contre les gouvernements occidentaux. Et si cela vous dérange, c'est votre droit, c'est votre problème, mais je suis aussi libre de soutenir qui je veux. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à très bientôt.